La vie a cette étrange tendance à vous lancer des coups du sort inattendus, surtout quand vous pensez avoir tout compris. Je n'aurais jamais imaginé que rentrer à la maison après l'université me placerait dans une situation aussi complexe, et pourtant me voilà. Lucas Moreau. Je suis sur le point de vous raconter comment mon monde s'est retrouvé complètement bouleversé. Au début, revenir vivre avec mon père Marc et ma belle-mère Sophie Laurent me semblait être une bonne idée. Le marché du travail était difficile et rester chez eux pendant que je cherchais un emploi avait du sens financièrement. Sophie avait été ma belle-mère pendant 15 ans et nous nous étions toujours bien entendus. Sophie avait 62 ans, mais elle se tenait avec une grâce et une énergie qui la faisaient paraître. Il la faisait paraître bien plus jeune. Elle entretenait sa forme grâce au yoga et à la natation, et ses cheveux bruns striés d'argent encadraient parfaitement son visage doux. Elle avait toujours été plus une amie qu'une belle-mère. Les premières semaines de mon retour à la maison furent confortables et routinières. Papa travaillait de longues heures dans son entreprise de construction, tandis que Sophie gérait sa petite activité en ligne depuis la maison. Je passais mes journées à envoyer des CV et à me préparer pour des entretiens. Ce matin-là commença comme tous les autres. J'avais un entretien important plus tard dans la journée et je me préparais dans la salle de bain. La vapeur de la douche avait embué le miroir et je me rasais soigneusement quand j'entendis un léger coup à la porte. La voix de Sophie se fit entendre, me demandant si elle pouvait rapidement prendre son médicament dans l'armoire. Sans réfléchir, je lui dis d'entrer. Nous avions toujours été décontractés à ce sujet dans la maison. Elle entra, vêtue de son peignoir en soie habituel, et tendit le bras vers l'armoire à pharmacie au-dessus du lavabo. Ce qui se produisit ensuite sembla se dérouler au ralenti. En se hissant, son peignoir s'accrocha à la poignée de l'armoire et glissa. Le moment se figea dans le temps. Nos regards se croisèrent dans le miroir embué, tous les deux soudain conscients de la situation. Sophie rassembla rapidement son peignoir, les joues rougies. Je suis vraiment désolée, Lucas, s'il te plaît, ne dis rien à ton père, murmura-t-elle avant de sortir précipitamment. Ce jour-là, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon entretien, car l'incident du matin ne cessait de se rejouer dans ma tête, apportant une confusion et des sentiments que je n'aurais jamais imaginé éprouver pour Sophie. Elle m'évita le reste de la journée, et le dîner ce soir-là fut étrangement silencieux. Le lendemain matin, je trouvais un mot glissé sous ma porte. L'écriture élégante de Sophie me demandait si nous pouvions parler en privé après le départ de papa pour le travail. Mon cœur s'emballa en lisant ces mots, sachant que cette conversation changerait tout. Nous nous retrouvâmes dans la cuisine après le départ de Marc. Sophie était assise en face de moi, les mains enroulées autour d'une tasse de café, plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Lucas, à propos d'hier, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Elle admit que l'incident de la salle de bain avait réveillé des sentiments auxquels elle ne s'attendait pas, des sentiments qu'elle pensait trop vieille pour ressentir. Je me surpris à m'ouvrir à mon tour, à lui avouer que je ne pouvais pas arrêter de penser à ce moment. La tension dans la pièce était palpable, tandis que nous reconnaissions tous les deux que quelque chose avait changé entre nous. Sophie tendit la main au-dessus de la table, effleurant la mienne. Ce simple contact envoya une décharge à travers mon corps. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, nous étions debout, très proches l'un de l'autre. La lumière du matin traversait la fenêtre de la cuisine, illuminant le visage de Sophie, soulignant l'incertitude et le désir dans ses yeux. Le temps sembla s'arrêter lorsque nous nous rapprochâmes. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant, qui ne dura que quelques secondes mais sembla une éternité. Nous nous séparâmes et la réalité de ce que nous avions fait nous frappa de plein fouet. Sophie recula, la main sur la bouche. C'est mal, murmura-t-elle, même si ses yeux racontaient une autre histoire.
Je savais que j'aurais dû être d'accord et partir, mais quelque chose me retenait. Les jours suivants devinrent une danse délicate de regards volés et de distances calculées. Nous essayons tous les deux d'agir normalement autour de papa, mais la tension sous-jacente était impossible à ignorer. Chaque contact accidentel, chaque moment seul, devenait chargé d'émotions inexprimées. Je commençais à trouver des excuses pour rester plus souvent à la maison, prétendant travailler sur des candidatures, alors que j'espérais simplement des moments seuls avec Sophie. Elle semblait faire la même chose, trouvant des raisons d'être dans la pièce où je me trouvais. La culpabilité était visible sur son visage, son calme habituel se fissurant. Il faut qu'on en parle, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Elle s'assit à côté de moi sur le petit canapé, assez près pour que je sente son parfum familier de lavande, la même odeur qui m'avait réconfortée lors de mes ruptures au lycée, et qui éveillait maintenant quelque chose de totalement différent en moi. Nous parlâmes pendant des heures, de tout et de rien, de la façon dont c'était mal et en même temps si juste, de l'impossibilité de notre situation. Le bruit d'une porte qui claquait nous ramena à la réalité. Papa était rentré plus tôt. Nous nous écartâmes brusquement, arrangeant nos vêtements et nos cheveux, essayant d'avoir l'air normaux alors que nous entendions sa clé dans la porte d'entrée. Ce soir-là, assis en face de papa au dîner, le poids de notre secret était écrasant. Il parlait de sa journée complètement inconscient de la façon dont son fils et sa femme avaient passé l'après-midi. Sophie toucha à peine à sa nourriture. Après le dîner, Sophie laissa un mot dans ma chambre. « Retrouve-moi dans le jardin à minuit. » Je savais que je devais l'ignorer et arrêter tout cela avant que ça n'aille trop loin, mais je n'y parvins pas. Je n'arrête pas de penser à toi, Lucas. Je sais que c'est terrible, mais je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Ça était sous sa maman. Assis à côté d'elle, nos cuisses se touchant, l'air nocturne était frais, mais je me sentais brûlant. Moi aussi, avouai-je. L'aveu resta suspendu entre nous. Nous nous embrassâmes de nouveau, plus passionnément cette fois, ses mains explorant ma poitrine tandis que les miennes suivaient la courbe de sa taille. Le caractère interdit de notre lien ne faisait qu'intensifier les choses. L'aboiement d'un chien au loin nous fit sursauter. La réalité reprit ses droits. Nous étions dehors, visibles, et le risque que nous prenions semblait soudain insensé. Sophie se leva, rajusta ses vêtements. « On ne peut pas faire ça ici, » dit-elle, mais son regard promettait autre chose. Les jours suivants furent une torture. Regarder Sophie avec mon père faire semblant que tout allait bien alors que notre secret brûlait sous la surface. Chaque dîner familial devenait un exercice de contrôle de soi. J'avais du mal à dormir, allongée à penser à Sophie dans la pièce voisine, les murs trop fins, la maison trop petite pour ce qui se passait entre nous. Un matin, je trouvais Sophie seule dans la cuisine. Le souvenir de notre premier baiser y flottait encore. Sans un mot, elle se glissa dans mes bras. Nous savions que nous jouions avec le feu. Chaque geste, chaque moment volé nous rapprochait d'une découverte inévitable, mais l'attirance était devenue impossible à résister. Sophie tenta de maintenir des limites, de préserver une apparence de bienséance, mais chaque fois que nous étions seuls, ces limites s'effondraient comme des châteaux de sable. La tension montait jour après jour. Des moments simples devenaient chargés de sens. Se croiser dans le couloir, échanger un regard à table, se frôler en faisant la vaisselle. Papa remarqua que quelque chose avait changé, mais l'attribua au stress. Maintenant, des bougies, mon vin préféré, la chanson de notre mariage en fond sonore. Mais pendant qu'il parlait, je n'entendais qu'Adam. Sa voix, son rire, ces mots qui résonnaient dans ma tête. Tu mérites plus, Rachel. J'ai souri tout le long du dîner, faisant semblant d'être présente, alors que mon cœur était ailleurs. Plus tard, quand Michael s'est endormi à mes côtés, je suis restée à fixer le plafond. La culpabilité m'a traversée comme une tempête.
C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. J'avais dit oui à tout, sauf à la seule chose qui comptait vraiment, l'honnêteté. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'ai demandé à Adam de prendre un café à l'extérieur du bureau. Il avait l'air surpris, peut-être même nerveux. Assis l'un en face de l'autre, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette zone grise que nous avions créée. Tu as été gentil avec moi, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je suis encore vivante, mais je dois retrouver ce sentiment sans toi. Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. Tu es plus forte que tu ne le crois, Rachel, a-t-il dit doucement, et c'est peut-être ça que tu devais découvrir depuis le début. Partir a été plus difficile que je ne l'imaginais. Le silence qui a suivi a été brutal, mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire. Pas seulement mon mariage, moi-même. J'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à dire oui à de petites joies qui m'appartenaient, oui aux promenades matinales, oui au temps passé avec mes enfants, oui aux conversations avec Michael qui ne ressemblaient plus à des routines. Finalement, j'ai dit la vérité à Michael, pas au sujet d'Adam précisément, mais sur ce vide que je ressentais. Il ne l'a pas bien pris. Il y a eu des disputes, des larmes, de longues nuits de silence. Mais petit à petit, nous avons retrouvé notre chemin. Il a recommencé à être présent, vraiment présente, et moi, j'ai appris à lui pardonner et à me pardonner. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, non pas avec des regrets, mais avec lucidité, parce que parfois, l'infidélité ne commence pas par un baiser, elle commence par l'absence, par la solitude, par le fait de dire oui à tout le monde, sauf à la personne que l'on a juré d'aimer. J'ai dit oui à tout parce que j'avais peur de dire non au vide dans mon cœur. Mais j'ai compris une chose d'essentielle. Le véritable amour n'est pas d'être toujours heureux, c'est faire face à la vérité, même quand elle fait mal, et choisir de reconstruire plutôt que de fuir. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le mot le plus puissant dans une relation n'est pas oui. Parce que dire non aux mauvaises choses, c'est la seule façon de dire enfin oui aux bonnes. Même si rien n'avait été dit. Nous n'avions pas franchi de ligne extérieurement, mais intérieurement, quelque chose avait déjà basculé. Quand il me regardait, je me sentais redevenir une version de moi-même que j'avais presque oubliée. Pas parfaite, pas épuisée, juste vivante. Et je crois que c'est cela qui m'a le plus effrayée. Scène 8. L'espace entre deux vies. Après cette nuit-là, le silence avait une nouvelle signification. Chaque regard avait du poids. Chaque mot restait suspendu un peu trop longtemps. J'ai commencé à m'habiller avec plus d'intention, des détails subtils, une touche de couleur, un bijou que je n'avais pas porté depuis des années. Je me disais que c'était pour moi, mais au fond, je savais très bien qui je voulais voir remarquer. Ethan, bien sûr, a remarqué, mais pas de la manière que j'espérais. Tu sembles distraite ces derniers temps, a-t-il dit un soir d'un ton léger, mais avec un regard attentif. Quelque chose au travail? J'ai souri trop vite. Un gros projet, ai-je répondu. Il a hoché la tête, confiant, et cette confiance aveugle m'a fait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma voiture, sur l'allée, longtemps après être rentrée. La lumière du salon brillait doucement à travers la fenêtre. Une image parfaite de paix domestique. À l'intérieur de cette maison se trouvait tout ce que j'étais censée vouloir. Et pourtant, assise là dans l'obscurité silencieuse, je me sentais étrangère à ma propre vie. Scène 9. La pluie qui a brisé le silence. Une semaine plus tard, la pluie est revenue. Une de ces pluies de Seattle qui semble interminable, douce, régulière, rythmée, le genre de pluie qui rend tout plus lourd et plus intime. Il était tard lorsque Lucas m'a proposé de me raccompagner. « Allez, tu vas être trempé, a-t-il dit avec légèreté. J'ai hésité, puis j'ai accepté.
Le trajet s'est fait dans le calme. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un mouvement lent et hypnotique. Nous parlions de travail, de musique, de rien d'important. Mais sous chaque mot, il y avait le murmure de quelque chose de plus profond, quelque chose de non dit. Quand il s'est arrêté devant ma maison, je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Pendant un moment, tout ce que j'entendais, c'était de la pluie contre la vitre. Puis il a dit doucement: Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien tout le temps. Quelque chose en moi s'est fissuré. Je voulais dire ça va, mais les mots ne venaient pas. À la place, je me suis tournée vers lui, et dans cet instant fragile, tout a changé. Le baiser n'était ni sauvage ni calculé. Il était silencieux, douloureux, humain. Et quand il s'est terminé, il n'y a eu ni victoire ni soulagement, seulement le poids lourd et tranchant de savoir que quelque chose d'irréversible venait de se produire.